Le Mali. On entend parler d'un pays qui tangue dangereusement, vraiment au bord du précipice. C'est ce qui semble remonter de Bamako, une ambiance lourde, une tension palpable. On nous décrit un pouvoir militaire arrivé avec cette promesse de restaurer l'ordre, l'autorité de l'État, mais qui aujourd'hui, il paraît un peu dépassé, submergé par un chaos qu'il a lui-même, d'une certaine manière, alimenté. Les rumeurs à Bamako disent même que le siège du colonel Goïta serait sérieusement menacé. C'est assez ironique, non? Ah oui, l'alerte est maximale, il n'y a pas de doute. On est face à une crise multidimensionnelle. Sécuritaire, évidemment, la violence est partout, mais aussi politique, économique, sociale. C'est profond. Le régime actuel, il montre des signes d'épuisement politique, c'est assez net. La confiance s'érode. Et puis regardez sur le terrain. Des villes importantes dans le nord, dans le centre, qui retombent à des groupes armés. Ça, c'est un vrai revers. Un revers majeur, oui. Tout à fait. Et ajoutez à ça l'isolement international qui s'est terriblement accru. Départ des Français, retrait forcée de la mission de l'ONU, la MINUSMA, la mise à l'écart par la CEDEAO, bon, c'est pas rien tout ça. Et peut-être le plus parlant, ce sont ces voix qui maintenant s'élèvent de l'intérieur, ou en tout cas de cercles influents, pour réclamer carrément un changement. Alors, justement, parlons-en. Cette fragilité apparente du colonel Goïta, est-ce que c'est sérieux ou est-ce que ça pourrait être une sorte de mise en scène, une manœuvre pour, purger des opposants, se renforcer, ou est-ce qu'on assiste vraiment à la fin d'un cycle militaire? Et puis, il y a ce nom qui revient sans cesse, l'imam Mahamoud Dicko. Est-ce qu'il est un recours crédible, une figure providentielle? Ou juste un pion, peut-être, dans un jeu plus vaste, pourquoi pas celui de l'Algérie. Son exil, même relatif, ça ne l'a pas un peu déconnecté du terrain? Les signes de faiblesse sont quand même là, et ils sont nombreux. On ne peut pas juste les ignorer. Il y a eu cette initiative politique, une sorte de manifeste, oui, apparemment signé par des personnalités assez diverses, politiques, civiles, peut-être anciens responsables, qui remettent en cause la junte et appellent à autre chose. On entend aussi parler de tensions, de fissures au sein même de l'armée. Ça, c'est jamais très bon signe pour un régime militaire. Et puis, au niveau de la population, la déception est là. Les grandes promesses sur la sécurité, la lutte contre la corruption, c'est un peu le refrain habituel après un coup d'État. Ça sonne assez creux aujourd'hui face à la réalité quotidienne. L'économie aussi, elle souffre énormément. Les sanctions passées, l'insécurité, l'isolement, tout ça pèse très lourd. D'accord. Et Dicko, dans ce contexte-là? Alors oui, Mahamoud Dicko redevient une figure centrale. Sa force, c'est qu'il a une double légitimité, si on peut dire. Religieuse d'abord, il a une influence morale et spirituelle indéniable sur une partie des Maliens. Et puis politique, on se souvient de son rôle clé dans la mobilisation qui a fait tomber Ibeka en 2020. Son séjour en Algérie, et surtout le fait qu'il ait été reçu officiellement par le président Tebboune fin 2023, ça l'a clairement remis en jeu. Il est vu par certains, et notamment par Alger, comme une alternative possible, quelqu'un qui pourrait incarner une transition basée sur la réconciliation et sur ce qu'on appelle une gouvernance morale. Cette gouvernance morale, qu'est-ce que ça signifie concrètement ? On imagine l'éthique, mais dans le contexte malien. D'après ce qu'on comprend, ça viserait plusieurs choses. D'abord, une rupture claire avec la corruption, la mauvaise gestion, qui ont vraiment gangréné l'État. Ensuite, intégrer des principes éthiques, peut-être d'inspiration religieuse, mais dans un cadre républicain à définir, dans la gestion publique. Et surtout, l'accent serait mis sur la réconciliation. Le dialogue avec tout le monde, y compris ceux qui se sentent exclus. C'est une approche qui tranche avec le tout sécuritaire actuel. Le fait qu'on demande son retour dans certains appels montre bien qu'il est vu comme capable de porter cette alternative. Intéressant. Et ça nous amène, oui, directement à l'Algérie. C'est difficile de la voir comme une simple observatrice désintéressée, non? Avec cette immense frontière commune. Chaque problème au Mali résonne fort à Alger. Que l'Algérie défende ses intérêts sécuritaires, c'est logique. Mais recevoir Dicko comme ça, avec les honneurs, est-ce que ce n'était pas franchir une ligne ? Une ingérence claire, comme l'a dit Bamako. C'est quoi la part de calcul et la part de cet attachement historique qu'on entend souvent ? Alors, la position algérienne, il faut la voir sur la durée. Alger s'est toujours vu comme un acteur clé, un médiateur quasi naturel au Sahel. L'accord d'Alger de 2015, même s'il est mort aujourd'hui, c'en était la preuve la plus visible. Pour Alger, la stabilité du Mali, c'est pas une option. C'est vital pour sa propre sécurité. Cette longue frontière, c'est une source de préoccupation constante.
La crise diplomatique avec la junte malienne après la réception de Dicko, c'est l'expression d'un désaccord profond sur la direction prise par Bamako. Alger pense que la voie militaire actuelle est non seulement inefficace mais dangereuse, qu'elle mène à l'implosion et déstabilise tout le voisinage. Donc, en recevant Dicko, Alger a envoyé un message. On cherche d'autres interlocuteurs, une alternative politique. Mais en parallèle, plus discrètement, la diplomatie algérienne continue de parler à différents acteurs maliens. Et n'oublions pas l'incident récent du drone malien abattu par l'Algérie. C'était un signal clair. Attention à notre souveraineté. Fondamentalement, Alger défend l'idée d'une solution politique, africaine, sans les ingérences extérieures, occidentales ou autres, qui ont, selon elle, échoué. Et c'est là qu'on arrive au cœur du paradoxe malien actuel. Cette fameuse quête de souveraineté, Goïta claque la porte à la France, accusée de tous les maux néocoloniaux, pour se jeter dans les bras de Moscou. Mais est-ce qu'on ne remplace pas une dépendance par une autre, peut-être même plus opaque ? La Russie, c'est un allié fiable ou juste un partenaire opportuniste qui regarde déjà ailleurs, vu les difficultés ? Et Wagner, ou Africa Corps, peu importe le nom, est-ce que ça a été la solution miracle ou plutôt un accélérateur du chaos, avec leurs propres méthodes, leurs propres intérêts ? Stratégique. L'échec sécuritaire, il est quand même difficile à nier. Les Russes, les supplétifs, ils n'ont pas réussi à inverser la tendance de fond. Ils ont eu quelques succès tactiques, oui, souvent avec des accusations d'exaction d'ailleurs, mais ils n'ont pas stabilisé durablement ni le nord, ni même le centre. Ils ont aussi subi des pertes. Plus grave, peut-être, le départ rapide des Français et de l'ONU a créé un vide énorme. Et ce vide, il a été immédiatement comblé par les groupes djihadistes et les autres groupes armés qui ont considérablement étendu leur zone d'action. Il y a une lecture qui circule, assez froide, qui dit que pour Paris, comme pour Moscou, le Mali, c'est avant tout un terrain d'affrontement indirect. Une pièce dans leur jeu global, plus qu'un pays dont le sort importe vraiment en soi. Et oui, il y a des signes qui semblent indiquer que la Russie, face aux difficultés, aux coûts, et puis avec d'autres priorités comme l'Ukraine, pourrait être en train de réévaluer son engagement, voire de le réduire. Justement, revenons sur cet accord d'Alger de 2015. La junte l'a dénoncé, c'était un acte fort de leur politique de rupture, mais soyons honnêtes, cet accord, il n'était pas déjà un peu à l'agonie bien avant El Vénès. Est-ce que certains Maliens, et pas que les militaires, ne le voyaient pas comme une sorte de carcan imposé qui favorisait certains groupes, qui servait peut-être un peu trop les intérêts algériens ? Est-ce que sa rupture était si surprenante dans ce contexte de discours souverainiste ? Oui, mais il faut être précis. L'accord d'Alger, c'était, jusqu'à sa dénonciation, l'unique cadre politique signé par les principales parties maliennes et soutenu par toute la communauté internationale, ONU comprise. C'était le résultat d'années de médiation algérienne complexe. Alors c'est vrai, sa mise en œuvre était difficile, incomplète, critiquée, mais sa rupture unilatérale, sans rien proposer d'autre de concret, a eu des conséquences directes et graves. Ça a donné le signal de la reprise massive des combats par les groupes signataires du Nord, ça a fracturé encore plus le pays, ça a sapé les efforts de réconciliation et ça a augmenté l'instabilité dans toute la région, offrant plus d'espace aux groupes terroristes. L'Algérie avait d'ailleurs prévenu des dangers de cette rupture. Aujourd'hui, elle est obligée de renforcer massivement la surveillance de sa frontière sud, ce qui coûte cher, humainement et financièrement. Donc, même imparfait, sa dénonciation a clairement aggravé la crise. Face à ce tableau franchement sombre, l'optimisme est difficile à trouver. Ces appels qui se multiplient pour une transition civile, un dialogue national, la réconciliation, est-ce que c'est plus que des mots face à la force des armes, aux divisions profondes, à la logique de survie qui domine? Cette gouvernance morale qu'on évoque avec Dicko, est-ce que c'est vraiment réaliste dans un pays miné par les trafics, où l'État est si faible? Et cette idée d'une solution purement africaine, aussi belle soit-elle, l'Afrique a-t-elle vraiment seule les moyens d'éteindre un tel incendie? J'avoue que je suis sceptique. Qu'ils viennent de l'intérieur du Mali, politique, société civile, peut-être demain des militaires, ou de l'extérieur, comme de l'Algérie, ça montre une prise de conscience assez large de l'impasse. L'option militaire seule, elle a montré ses limites terribles, Dans ce contexte, des figures comme Dicko, malgré les questions qu'elle pose, sont vues par certains comme un dernier recours possible, un potentiel gage d'unité pour éviter le chaos total. Le défi est gigantesque, évidemment.
Reconstruire la confiance entre l'État et les gens, retisser les liens sociaux, redonner un avenir. Mais la conviction d'Alger, et d'autres en Afrique, c'est que la seule issue est politique. Elle doit être inclusive, passer par un vrai dialogue national, sans tabou, et être pilotée par les Maliens eux-mêmes avec l'aide des voisins, mais sans les diktats extérieurs qui ont souvent fait plus de mal que de bien. L'incertitude est là, oui. Mais si ce dialogue arrive à démarrer sérieusement, alors peut-être. Au fond, la situation malienne, c'est un peu un miroir grossissant des tensions qui traversent le continent et même le monde. C'est un cas d'école des défis énormes de la construction d'une souveraineté réelle, au-delà des discours, face aux nouvelles ingérences et face à des crises internes d'une violence extrême. Une leçon semble claire en tout cas. La stabilité, ça ne s'impose pas. Ni de l'extérieur, ni par la force brute. Ça se construit patiemment de l'intérieur, par le dialogue, le compromis, la recherche d'un minimum de consensus national. Et ça nous laisse avec une question immense en fait, au-delà des jeux des acteurs extérieurs, la France, la Russie, l'Algérie, est-ce que le Mali a encore en lui les ressources, la volonté collective, la vision pour réinventer son propre avenir? Ou est-ce qu'on est condamné à regarder impuissance, à désintégration lente, qui deviendrait un modèle tragique pour tout le Sahel en quête de stabilité? Peut-être que la vraie question, finalement, c'est moins celle des ingérences que celle de la capacité des peuples du Sahel eux-mêmes à construire une souveraineté qui soit autre chose qu'un drapeau agité au vent, mais une réalité vécue, concrète.